dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Alors, pour notre 12e numéro, nous allons reparler du Parti communiste chinois, le parti politique le plus grand du monde, et son 19e congrès. Exceptionnellement, je crois, cette fois-ci, le monde entier en a beaucoup parlé de ce congrès. Je ne sais pas pourquoi, mais dans les médias occidentaux, dans les médias dans des pays tiers-monde, dans des pays en voie de développement, tout le monde en parle. Mais quelquefois, lorsqu'on lit les articles, les reportages, la télévision, etc., on a le sentiment qu'il y a deux congrès. Un congrès dans les médias, un autre congrès à Pékin se déroule actuellement. Pourquoi? C'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui avec mes deux invités. Ding Yifan, bonjour. Bonjour. Voilà, Ding Yifan, vous êtes un politologue, économiste. Vous avez obtenu votre doctorat à l'ENA en France, en Sciences Po, pardon. Sciences Po en France. Voilà, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur la politique économique de l'Europe et de la Chine. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, Dominique Barry, vous êtes un spécialiste aussi de notre pays, surtout de notre parti, le Parti communiste chinois, parce que vous êtes journaliste de l'Humanité, l'organe du Parti communiste français. Et surtout, c'est que vous venez en Chine, sur place, pour essayer de comprendre ce qui se passe, et puis fait des articles, des reportages pour vos compatriotes. Ce n'est pas comme certains experts, certains sinologues qui ne venaient jamais dans notre pays, qui ne venaient jamais en Chine, mais ils essaient de nous expliquer ce qui se passe chez nous, à côté de nous. Hein. Vous avez par exemple récemment écrit un article qui m'a beaucoup intéressé, c'est Xi Jinping qui veut renforcer les liens entre parti et société. Et nous avons voulu inviter aussi un autre journaliste, François Bougon, qui a fait 8 pages dans Le Monde, journal français, sur le Parti communiste chinois et le 19e congrès. Mais malheureusement, à la dernière minute, il a désisté. Voilà. Dommage. Pourquoi on a voulu l'inviter? Parce que dans Le Monde, il a écrit quelque chose qui a suscité des réactions très vives, positives ou négatives. Hein. Par exemple, il a dit la Chine, c'est un retour de la grande puissance. Et surtout, il a dit ceci: nous sommes entrés dans le siècle de la Chine. Avant de commencer notre débat avec vous, je vous invite à regarder ensemble ce reportage. Comment le monde nous parle. Après le 18e congrès national du PCC, en tant que la deuxième plus grande économie mondiale, la Chine a attiré de plus en plus d'attention d'experts étrangers. Les fruits de cette campagne anticorruption renforcée figurent sans aucun doute parmi les succès les plus importants obtenus depuis le 18e congrès national du PCC. La lutte contre la corruption impressionne le monde extérieur et est bien accueillie par le peuple chinois. Dans le Sunday Times, on lit que le congrès national donnera des indices clés sur la tendance politique de la Chine. Alors que dans le Financial Times, il est dit que le marché des capitaux chinois surveille cet événement de près, dans l'attente de nouveaux signaux concernant la politique monétaire, le contrôle des capitaux et la réforme des entreprises d'État. Pour le Sydney Morning Herald, il est évident que ce rendez-vous politique donnera le ton des 2 sessions l'année prochaine, et d'ajouter qu'il fournira plus de détails sur l'agenda économique de la Chine pour les 5 prochaines années. Pourquoi cette fois-ci les médias français, par exemple, et les médias internationaux s'intéressent tellement à ce congrès? Parce que, en général, comme vous le savez, le train arrivé à l'heure n'est pas une information. Alors, cette fois-ci, apparemment, il n'y a pas de... Je crois que vous avez donné la réponse tout à l'heure. Je veux dire, on a vu ces 5 dernières années la Chine véritablement s'affirmer sur le plan international, prendre des décisions au plan international, faire des propositions, que ce soit la route de la soie, la création de grandes banques
internationale, des propositions, le dernier discours de Xi Jinping à Davos sur la mondialisation, de réfléchir, le libre-échange, une autre forme de mondialisation. Je veux dire, tout ça, on le disait, on le savait, on savait que la Chine montait en puissance, mais je dis monter en puissance, c'est pas forcément dans un sens négatif d'une superpuissance qui va écraser tout le monde, mais la Chine prend par son économie, par sa démographie, toute une place importante dans le monde. Je veux dire, on ne peut plus parler, analyser le monde sans avoir une connaissance précise de la Chine et de ce qui s'y passe. Donc, venir couvrir le 19e congrès est quelque chose, à mon avis, d'absolument naturel pour essayer de poursuivre ces analyses. D'accord. Bon, mais bon, j'ai peut-être tourné vers Deng Yifan. Le Parti communiste chinois, d'abord, il a le nom, hein, déjà, communiste, et puis, il n'y a qu'une seule partie qui gouverne la Chine. C'est le parti unique. Hein. C'était souvent critiqué par les pays dits démocratiques. Là-bas, c'est le pluralisme. Et vous écrivez, vous donnez des conférences. Souvent, vous avez dit, ils ont mal compris. Le parti unique en Chine n'est pas du tout la même conception que ailleurs dans les pays du pluralisme. Là-dessus, il faudra expliquer que le monopartisme ou le multipartisme n'est pas la fin de l'histoire. En fait, le système politique a été constitué pour bien servir le peuple et le pays. Eh bien, si le multipartisme ne peut pas servir le pays, ne peut pas servir la population, ne peut pas servir le pays, eh bien, ça ne sert à rien. Ça ne sert qu'à se confronter, créer un désordre politique et empêche le progrès social. Et donc, de discuter, de débattre sur le multipartisme, ou l'avantage du multipartisme, l'unipartisme, c'est un faux débat qui n'a pas de sens. Qui n'aboutit à rien. Parce qu'en tout cas, le parti FR est constitué pour représenter un intérêt beaucoup plus élargi. Mais en plus, dire que finalement la Chine est un système politique à parti unique, c'est un peu une confusion. Parce qu'en Chine, à part le Parti communiste chinois, il y a encore eu petits partis démocratiques, dites, parce qu'en chinois on appelle les petits partis démocratiques, qui participent au gouvernement. Le ministre de la Santé n'est pas communiste, il n'est pas du Parti communiste, il est de parti allié. Le ministre de la technologie, de sciences et de technologie, n'est pas du Parti communiste, il est aussi d'un parti allié. Donc en Chine, il y a une alliance des partis politiques. Le Parti communiste est certes plus important et contrôle les grandes orientations de développement de la nation chinoise. C'est tout. Donc il n'y a pas une logique de confrontation entre les autres partis politiques et le Parti communiste. C'est ça la grande différence. Souvent, maintenant, on le voit très bien en Occident, il y a une confrontation entre les différents partis politiques qui fait que finalement, le parti au pouvoir, s'il veut faire adopter des projets, etc., ils sont systématiquement opposés par des partis de l'opposition. Et ça empêche, en fait, ce genre de confrontation empêche le gouvernement en exercice de pouvoir faire appliquer une politique de façon cohérente. Mais en fait, un défaut ou un avantage, je n'en sais rien. Parce que la Chine maintenant est devenue une puissance économique, deuxième puissance économique. Si selon le PPP à parité de pouvoir d'achat, c'est la première puissance économique, alors la Chine devait intéresser les dirigeants occidentaux. Mais je me rappelle tout de suite, lorsque vous parlez de ça, Général de Gaulle. Le moment de Général de Gaulle, la Chine était un pays vraiment en voie de développement. Très pauvre, pas puissant du tout, mais de Gaulle avait dit quand même que c'est une civilisation.
même dirigé par un parti communiste, mais c'est une civilisation, tôt ou tard, il sera ressuscité. Et aujourd'hui, ça prouve que De Gaulle connaît bien l'histoire de la Chine. Et aujourd'hui, est-ce que les dirigeants occidentaux, comme la France, par exemple, le président, le Premier ministre, les ministres, est-ce qu'ils connaissent vraiment la Chine? Je ne pense pas qu'en définitive la Chine soit vraiment reconnue. On reconnaît beaucoup justement cette montée en puissance économique de la Chine. On en joue beaucoup, on voit la Chine comme un débouché commercial, comme un lieu d'investissement, comme une espèce d'Eldorado qui peut nous faire sortir, nous, de notre crise financière depuis 2008. Mais les relations, le partenariat avec la Chine, ce n'est pas simplement des relations de gros sous. Je pense, et c'est ça, je trouve que c'est intéressant quand aujourd'hui, c'est ce que propose la Chine sur ce que je disais tout à l'heure, sur une réflexion de mondialisation qui est inclusive, qui inclut justement tous les pays, petits, grands, avec une complémentarité. Et je pense que c'est très intéressant, cette espèce de vision disant que nous, on peut se développer, mais si notre voisin ne se développe pas, il n'y aura pas de développement collectif. Et sans développement collectif, on ne peut pas faire un développement global du monde, d'une planète, parce que nous sommes tous dans la même planète. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose que nous partageons tous, progressistes occidentaux et progressistes chinois, sur nous habitons la même planète. Donc que ce soit pour la défense de l'environnement, pour le bien-être social, la montée du niveau de vie, nous avons quelque chose en commun. Et ça, je ne suis pas sûre, vu leur intérêt politique, que nos dirigeants occidentaux, qui nous laissent quand même dans un capitalisme libéralisé d'une crise économique, aient bien en tête cette vue et cette analyse de comment répondre, comment faire pour changer aujourd'hui la nature de la mondialisation. Bon, la mondialisation à la chinoise, gagnant-gagnant. Bon, oui, la mondialisation à la chinoise, en un mot, c'est la création d'une communauté de destin commun. Bien sûr. Donc c'est toute l'humanité. Oui, voilà. Toute l'humanité. Oui, je crois que ça s'est inscrit dans le discours de Xi Jinping. Oui. Dominique Barry. Après quelques jours de congrès, vous êtes sur place, vous avez rencontré des gens, vous avez suivi le discours de Xi Jinping. Quelles sont vos impressions générales? Qu'est-ce que vous retenez le plus fort, le plus intéressant, le plus important? Moi, j'ai été très impressionnée par le discours, essentiellement par la place qui était faite au social et la lutte contre la pauvreté. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi très important. J'ai vu, il y a une quinzaine d'années, en Chine, s'aggraver les déséquilibres régionaux, les déséquilibres sociaux. Voilà, je suis allée dans les campagnes, voilà, et ça, c'était quelque chose qui, disons-le, était quand même inquiétant aux yeux pour un pays socialiste, de gens de gauche, pour un pays socialiste, de gens de gauche. Voilà, donc cette volonté de rééquilibrage, d'une croissance de qualité, beaucoup plus redistributrice qu'avant, puisqu'elle doit redistribuer avec des hausses de salaire, une protection sociale, la promesse d'instaurer un système de retraite nationale, d'instaurer un système de sécurité sociale nationale, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Et nous, en Europe, on est en train de se battre. Ce sont des acquis qui, chez nous, ont été mis en place en 1945, après-guerre, au moment où il y avait justement un équilibre avec des forces de gauche très importantes, des forces progressistes importantes. On a mis ça en place et on est en train d'essayer de le faire éclater. Et en Chine,
c'est le contraire. On essaie de le mettre en place. Et nous ne sommes pas dans les mêmes mesures démographiques. 1 milliard 300 millions d'habitants, et c'est plus que les 50 millions d'époque. Et maintenant, nous sommes près de 70 millions. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé dans le discours. Oui, je partage l'analyse de Dominique en ce sens, parce que finalement, dans ces 5 dernières années, nous avons fait beaucoup de progrès sur le plan social. Non seulement nous avons réussi à créer un système de protection sociale, l'assurance maladie et pour toute la population, le système de retraite, même pour les paysans, tout le monde maintenant est couvert. Même celui qui n'ont pas cotisé. Non, maintenant, tout est compris dans le système. Donc, ce n'est pas un hasard que si, depuis ces quelques dernières années, la croissance chinoise est soutenue par une augmentation constante de la consommation. Parce que la consommation, à part jouer par la consommation dans la croissance, a dépassé 50. C'est arrivé à peu près 60% de la nouvelle croissance est créée par l'augmentation de la consommation. Et cette augmentation de la consommation est soutenue justement par la création de ce système de protection sociale. Parce que les gens, la population se sentent soulagés. Ils osent dépenser maintenant, et maintenant ça crée un boom de la consommation, et la consommation soutient la croissance. Voilà, comme vous le savez, les médias internationaux ont beaucoup parlé de ce congrès, ils ont fait beaucoup de commentaires, et puisque notre but c'est faire des commentaires sur les commentaires, sur les commentaires, c'est clair, sur l'économie par exemple. En principe, il y a 2 arguments qui reviennent tout le temps. C'est que l'économie chinoise tourne au ralenti, c'est premièrement, et la Chine a un endettement à plus de 200%, donc c'est extrêmement grave. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Quels sont vos commentaires? Oh oui, mais là aussi, pour une fois, ils n'ont pas quitté leur habitude de créer des confusions sur confusion. D'abord, il y a un problème de ralentissement de la croissance chinoise. Il faut savoir si le ralentissement de la croissance a été voulu ou pas par les dirigeants chinois. En fait, le ralentissement de la croissance chinoise a été plutôt voulu par les dirigeants et contrôlé par le gouvernement. Donc on ne veut pas que la croissance va trop vite. Parce que c'est ça, parce que ce n'est pas le but elle-même. Le but de la croissance, c'est d'avoir une meilleure vie. Donc il faudrait assurer la qualité de la croissance au lieu de la vitesse. Il faut donc une croissance plutôt ralentie et une croissance plus stable, plus durable, en harmonie avec la nature, etc. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose, mais d'autant plus que les dirigeants chinois, ils ont fait une promesse et ils ont tenu cette promesse, c'est que depuis ces 5 dernières années, l'augmentation du revenu moyen de l'habitant est proportionnelle au taux de la croissance. Mais en fait, quand on fait le bilan de ces 5 dernières années, en fait, l'augmentation de revenus par tête d'habitant est supérieure au taux de la croissance. Donc, tant que les gens ont leur revenu augmenté plus rapidement que le taux de la croissance, personne ne se plaint. Donc il n'y a pas de problème. Je ne vois pas où est le problème du ralentissement de la croissance en Chine. Parce que les gens se sentent plus confortables, ils mènent une meilleure vie. À quoi se plaindre? Donc il n'y a pas de problème. Et sur le problème de l'endettement, il ne faut pas oublier que l'économie chinoise fonctionne principalement sur le financement intermédiaire par les banques. Donc, notre marché du capitaux est très peu développé, etc. Les entreprises financent leurs projets de développement, etc., par les banques, etc. C'est pour ça, proportionnellement, il y a un peu plus de dettes, parce que c'est un problème de statistique, en fait. Proportionnellement, ils ont un peu plus de dettes que dans les autres économies. Mais en tout, il ne faut pas oublier que les dettes bibliques qui ont déterminé le niveau de crise depuis ces dernières années en Chine est seulement moins de 30% de PIB.
même si on ajoute tous les dettes de tous les gouvernements de province, de district, etc., ça n'arrive pas plus de 40%. Donc c'est loin d'arriver au niveau de Maastricht. Maastricht, selon le traité de Maastricht, le seuil de l'endettement ou le danger de l'endettement, c'est 60% du PIB. Mais on est encore loin de là. À quoi se préoccuper de l'endettement? Non, leur chiffre, c'est différent. Hein, oui, mais c'est 2%, c'est la dette totale de ça. C'est pas le dette publique, c'est la dette totale. Il y a les entreprises qui se sont endettées, mais aux États-Unis, en Europe, etc., les entreprises s'endettent aussi. On n'a jamais calculé ça, parce que si on calcule le niveau d'endettement général des États-Unis, c'est 700% de leur PIB. Par exemple, il y a des sinologues qui peut-être qui sont jamais venus en Chine, je ne sais pas. Et récemment, avec l'ouverture de congrès, j'ai vu à la télévision française, partout, par exemple, il y a un sinologue, Valérie Niquet, par exemple, elle a dit, la Chine ne peut pas être un pays d'innovation, parce que la Chine n'a pas de pensée libre, il n'y a pas de liberté de pensée. J'ai senti quelque chose de bizarre, parce que la Chine est en train d'innover dans tous les plans. Et qu'est-ce que vous répondez à... Mais en fait, c'est vraiment une affirmation péremptoire sur la liberté de la pensée. Est-ce qu'on peut vraiment savoir à quoi on pense? Même avec le développement de l'intelligence artificielle, etc., on n'arrive pas à contrôler la pensée d'un individu. Donc c'est complètement aberrant de dire que finalement, il n'y a pas de liberté de pensée en Chine. Pourquoi, comment on peut juger le degré de la liberté de penser en Chine? C'est oui, c'est ce que... En plus, dans le domaine technologique, scientifique, etc., depuis ces 5 dernières années, on ne cesse de faire de nouvelles découvertes, on ne cesse de faire des progrès, etc. La Chine est leader dans beaucoup de domaines, que ce soit la communication quantale, que ce soit la construction d'une radiotélescope, etc., la découverte de nouvelles étoiles à neutrons, etc. La Chine vient de découvrir plus de 5 étoiles à neutrons, etc., grâce à la construction d'une radiotélescope énorme en Chine, etc. C'est des progrès scientifiques. C'est des apports que la Chine apporte à l'humanité. Et c'est beaucoup de choses. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la liberté d'esprit. Quand on lit attentivement tous les reportages, tout le monde... Il y a des gens qui observent la Chine depuis 20-30 ans et qui répètent toujours la même chose. Comme si le public français est débile. Parce que les Français, ils voyagent, ils traversent le monde, ils viennent en Chine, ils voient de leurs propres yeux ce qui se passe en Chine, etc. Depuis la crise jusqu'à maintenant, à peu près 10 ans, eh bien, l'économie chinoise a plus que doublé. Mais si vous regardez toute l'économie occidentale, les États-Unis étaient considérés comme la meilleure de tout le monde occidental. Et l'économie américaine n'a progressé que 9%, que celle de Chine a plus que doublé. Donc, comment comparer les deux? Parce que les réponses apportées ont été différentes. C'est ça. La Chine a continué, après la crise, elle a donné suffisamment, elle a investi suffisamment dans les infrastructures pour continuer. Elle a continué son développement, le progrès social, alors que nous, on a pris les raisons de la crise pour casser tout l'appareil de protection sociale. Et donc on ne peut pas, avec la lutte. Voilà. Et donc on ne peut pas progresser, on ne peut pas avancer sans progrès social. Et voilà, les réponses à la crise ont été très différentes. Et nous voyons aujourd'hui les résultats. Nous sommes, toujours en crise, et la Chine a surmonté la crise de 2008. Ce qui est intéressant, c'est que Le Monde, c'est un journal français, Le Monde, un journal français, a mis 6 caractères chinois sur leur première page, à la une. C'est Zhongguo Qiangguo Jueqi. C'est la Chine
le retour de la grande puissance. Ce qui est intéressant, c'est que le dernier caractère, Chi, il a une faute comment dire, c'est pas d'orthographe, mais d'écriture. Voilà. Et est-ce que ce symbole, c'est vraiment de comprendre la Chine, c'est difficile, c'est du chinois, ça. Alors, peut-être je vous demande à chacun de donner un dernier mot. Je pense que c'est ironique parce qu'ils font ça probablement exprès ou ils le font inconsciemment. Donc cela montre que sans comprendre la Chine, pour parler de la Chine, on fait tout le temps des erreurs. On fait tout le temps des erreurs. Et Dominique Varry, est-ce que, étant un Français, vous parlez chinois, malgré que c'est une langue difficile, hein, et pour comprendre la Chine, c'est vraiment si difficile que ça? Ah, je vous avouerai que ce n'est pas très facile pour un occidental de comprendre la Chine. Ça, je dois être d'abord parce que ce pays est immense. Et pour le 19e congrès, et c'est vrai que découvrir la Chine à Pékin ou découvrir la Chine dans le Sichuan, dans les campagnes du Sichuan, c'est très différent. Donc on peut... mais je pense que c'est ça, c'est une ouverture d'esprit et je pense à avoir... ne pas se contenter de milieux ici assez prospères d'ailleurs sur Pékin et voir ce qui se passe, où en est-on dans des autres parties de Chine, qu'est-ce qui se passe maintenant dans cette région très industrialisée du Guangdong, de cette rivière des Perles, qu'est-ce que c'est devenu? Enfin, c'était l'usine du monde, qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? C'est monté en gamme, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est vrai, moi je vois quand je suis venue à chaque fois en Chine, c'est vrai que même à 6 mois d'intervalle, je me disais, ah, mais ce que j'ai écrit il y a 6 mois, c'est dépassé, il faut que je le refasse, il faut que je réapprenne pour voir ce qui s'est passé. Mais bien sûr. Vous avez cette impression que mais ça bouge. 6 mois après, ça peut dater. Oui, bien sûr, que les choses peuvent bouger, ça peut constamment bouger. Donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas rester sur des schémas qu'on a eus il y a 10 ou 20 ans. Enfin, pour moi, c'est ce que je pense. Après... Donc, en fait, vous donnez un conseil à vos confrères, à nos confrères. Je ne risque pas. Non, ça c'est... Bon, je crois que c'est... Si je vous demande utiliser un mot ou une phrase pour décrire le 19e congrès que vous avez vécu tous les deux, qu'est-ce que vous dites? Pour décrire le 19e congrès, moi je pense que cette phrase « une nouvelle ère », qui a été reprise d'ailleurs par la presse occidentale, je pense qu'elle est très juste. Qu'elle est très juste. Une nouvelle ère de la Chine socialiste, je pense que c'est juste. On est dans une période effectivement qui s'ouvre avec beaucoup de possibilités. Et Ténifan? Je pense que, en une phrase simple, la Chine est dans bonne voie. La Chine est sur la bonne voie et avec des objectifs de priorité déjà fixés. Et il suffit de poursuivre cette voie, de ne pas quitter les yeux sur les priorités des objectifs fixés bien dans 5 ans. Pour le prochain congrès, et la Chine serait tout un autre pays. D'accord. 5 ans, c'est vraiment... je ne sais pas pourquoi les Français ont fixé 5 ans comme mandat présidentiel, les Chinois aussi. Oui. 5 ans, c'est... Bon, on va voir. Aujourd'hui, c'est le 19e congrès. On va essayer d'imaginer dans 5 ans, au 20e congrès, je vous inviterai tous les deux sur notre plateau pour reparler de ce parti, le plus grand parti politique du monde. Merci beaucoup pour tous les deux. Merci aussi pour nos chers téléspectateurs. Merci pour votre patience, votre réflexion, enfin, pour comprendre notre pays. Merci et à la prochaine.